Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par HR Magazine et surtout merci de nous consacrer un peu de votre temps et probablement de votre lunch également. Alors je dois vous confesser quelque chose, lorsque HR Magazine m'a contacté pour évoquer la thématique de l'Employee Experience, eh bien malgré mes nombreuses années en RH, j'avais un peu de mal à définir le sujet. Un peu comme si on me parlait d'une nouvelle mode, une fois de plus, sur laquelle on ne m'avait rien dit. Et puis, en approfondissant le sujet, j'ai constaté qu'en fait, cette employee experience, c'est un sujet qui vit depuis pas mal d'années, qui fait l'objet de beaucoup d'études, d'implémentation dans diverses entreprises. Et j'ai même retrouvé qu'en 2017, Forbes titrait « The Employee Experience is the future of work ». Très clair, il vous disait « Demain, c'est ça qui sera important dans les entreprises ». Et puis voilà qu'il y a quelques jours, Julie, c'est une de mes anciennes collaboratrices, elle m'appelle et elle me dit « Alain, je me suis inscrit à ton truc là, de HR Magazine. Je veux juste te signaler que j'ai reçu un mail. Et dans ce mail, il y avait un petit peu de mélange de néerlandais, d'anglais, de français. C'est pas grave, mais, me dit-elle, comme je t'aime bien, je voulais quand même te le dire. » Et me voilà, m'entendant répondre, ben oui, je sais bien, tu sais, j'ai contacté l'IT, ils m'ont expliqué, en fait, j'ai rien compris de ce qu'ils m'ont expliqué, mais il paraît que c'est un problème de template, quelque chose comme ça. Et puis Julie a éclaté de rire. Et elle m'a dit, tu sais Alain, ce genre de situation, mes collègues et moi, on les rencontre presque chaque semaine dans l'entreprise où je travaille. En fait, Julie venait de partager avec moi une partie de son employee experience là où elle travaille. Cette employee experience qui est en fait tout le cycle de vie que nos collaborateurs connaissent avec nos entités, qui commence à partir du moment où ils sont en contact avec nous pour un recrutement et qui se termine ou même se prolonge après la fin du contrat, après la fin de la collaboration. Donc tout cela montre, s'il en est, l'importance de cette employee experience. Alors pour nous en parler ce jeudi, deux éminents spécialistes qui chaque jour se penchent sur la transformation des entreprises. Bienvenue à Michael Penning. Michael est partner chez Delaware International. Je pense que vous le connaissez tous, Delaware, société de conseil qui aide les entreprises à se transformer et qui fournit notamment des solutions technologiques performantes pour ce faire. Et puis Laurent, bienvenue Laurent également, Laurent Ledoux, qui est fondateur, managing partner de Fusis. Laurent accompagne les entreprises dans leur transformation, dans la mise en place, notamment, parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur, de la gouvernance collaborative. Et vous qui êtes du monde RH, je pense que vous connaissez bien Laurent, puisqu'il s'exprimait déjà pas mal lorsqu'il était responsable du SPF Mobilité. Et Laurent se nourrit de la transformation des entreprises. Alors, nous n'avons peu de temps, hein, nous n'avons qu'une heure, et le temps passe vite quand on s'amuse. Je vous propose d'entrer directement dans le sujet. Vous aurez l'occasion de poser des questions à tout moment via la Q&A room, la fenêtre questions et réponses. Donc, n'hésitez pas. On essaiera en fin de webinaire d'y répondre. Et bien entendu, vous l'avez remarqué, nous coupons vos caméras et vos micros. Pas que nous n'aimons pas vos enfants, que nous n'aimons pas vos animaux domestiques, mais parfois c'est un peu perturbant. Alors, première question pour nos intervenants. Pourquoi une entreprise décide-t-elle ou devrait-elle décider de travailler sur cette expérience collaborateur? En d'autres mots, qui vous appelle? Qui est en général le donneur d'ordre pour ce genre de processus? Peut-être Laurent, en quelques minutes? Alors, pourquoi s'intéresse-t-elle à cela? Tout d'abord, je pense qu'il y a deux grands défis dans les entreprises. Il y a d'abord celui de la complexité croissante du business qui demande de plus en plus d'agilité, comme on le dit, de la part des organisations. Or, cette agilité, elle dépend grandement des collaborateurs et de leur disposition à être eux-mêmes agiles. Deuxième grand défi, c'est celui de l'engagement.
des collaborateurs dans leur travail. Et on voit que de nombreuses études témoignent dans beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises, d'une baisse de ce niveau d'engagement. Or, on ne peut pas être agile si on n'est pas engagé. On ne peut pas bien travailler véritablement si on n'est pas engagé dans son travail, ou en tout cas c'est difficile, surtout dans les conditions de situations complexes. Et dès lors, il faut travailler à la fois à la plus grande agilité de l'organisation et le plus grand engagement des collaborateurs. Et on peut aussi, je pense que c'est important de le souligner, vouloir cet engagement, non pas pour les résultats qu'il pourrait avoir sur les résultats financiers de l'entreprise, mais pour eux-mêmes, pour les collaborateurs eux-mêmes. Et là, toute la théorie de l'autodétermination, par exemple, de Deci et Ryan, toutes les analyses psychologiques qui ont été menées depuis une soixantaine d'années, montrent que ce qui va permettre aux collaborateurs de trouver du plaisir et du sens dans leur travail, ce sont fondamentalement c'est la satisfaction de trois besoins psychologiques fondamentaux, que sont d'une part l'inclusion, c'est-à-dire se sentir reconnu en tant que personne qui compte dans l'organisation, qui a son mot à dire par rapport à ses conditions de travail, qui peut émettre des avis, qui est vraiment considéré comme une personne et non pas comme un numéro ou comme simplement un facteur de production. Deuxièmement, c'est la capacité à prendre des décisions et des initiatives de façon autonome. Et l'autonomie, de ce point de vue-là, ce n'est pas je fais ce que je veux quand je veux, où je veux, mais c'est véritablement je peux prendre des initiatives pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation dans un cadre que j'ai contribué à définir. Et puis, troisième grand besoin que nous avons tous, selon toutes ces études universitaires, c'est celui du développement personnel, c'est-à-dire de sentir que nous pouvons nous développer comme personne et pas simplement comme professionnels dans le cadre de notre travail. Alors bien sûr, ce ne sont pas les seuls besoins que nous avons au travail, on peut évoquer celui de la sécurité d'emploi, etc. Mais disons que si l'on satisfait au mieux ces trois besoins d'inclusion, d'autonomie et de développement personnel, on a de toute évidence une plus grande probabilité de trouver du plaisir et du sens au travail, et ce qui a des conséquences à la fois positives en termes physiologiques et psychologiques pour les collaborateurs, et en termes de leur engagement, ce qui mène aussi à des résultats pour l'entreprise qui sont meilleurs. Vinay Nayar a écrit un bouquin là-dessus, dont le titre est évocateur, Employees First, Customers Second, ce qui ne veut pas dire qu'on néglige les clients, bien sûr, mais que si on veut avoir des clients satisfaits, il faut d'abord se préoccuper de la satisfaction de ses propres employés. Ça, c'est la première réponse à ta question, Alain. La deuxième, c'est qui nous contacte. Je dirais que de ce point de vue-là, ce sont surtout les CEO, également les DRH, mais je dirais que, comme tu l'as bien dit, cette question de l'employee experience devient tellement importante que les CEO s'en préoccupent également. Je tends à confirmer. À toi, Michael, ben voilà, tu rebondis. Oui, tout à fait, oui, je vais confirmer ce que Laurent dit. À côté de ces dimensions, on va dire sociétales et comportementales qui font nourrir quelque part ce genre de besoins, on remarque aussi qu'il y a une demande profonde de l'entreprise à se réinventer afin d'être plus performante envers ses clients, évidemment, mais aussi envers ses employés. Et donc là, on va retrouver plus des éléments liés à des optimalisations de processus business ou à des optimalisations de moyens mis en œuvre pour quelque part arriver à réaliser cette expérience. Car si on va toucher au niveau du capital humain et au niveau de l'organisation, on ne sait pas se lancer dans ce genre de transformation sans aussi adresser, bien sûr, les processus et quelque part les moyens mis en œuvre pour mieux supporter et augmenter l'expérience des employés avec ces nouveaux processus. Et à ce titre, j'aimais bien la comparaison que tu faisais, Laurent, avec la dimension client, Customer First ou Employee First. Ça, évidemment, c'est un vrai sujet. Il est un fait certain que les sociétés 100% digitalisées aujourd'hui ont toujours besoin d'employés pour pouvoir délivrer le meilleur service aux clients et que c'est souvent encore le maillon faible dans l'organisation. Pourquoi? Parce que justement, on s'est préoccupé d'abord de l'expérience du client au détriment de l'expérience de l'employé
Et en fait, un employé heureux rend aussi un client heureux, très souvent par conséquence. Et donc, je pense que justement la mise en priorité de ces chantiers-là, et c'est intéressant quand on parle des donneurs d'ordre, hein, pour répondre à la deuxième question, qui est le donneur d'ordre, mais c'est à partir du moment où la RH est le donneur d'ordre, on a très souvent un focus qui est fait autour de l'employé et de son cycle de vie, souvent dans ses interactions avec la RH. On néglige la dimension business que l'employé apporte et comment il peut contribuer à cette dimension business. À partir du moment où le mandat est en fait tiré par les dirigeants de l'entreprise, très souvent ce mandat business se rajoute. Et il est un fait certain que pour moi, la direction informatique se doit d'être partie prenante entièrement dans l'exercice afin de s'assurer que les moyens soient mis en œuvre et que quelque part, il ne soit pas un frein à cette transformation. Donc voilà, principalement trois types de donneurs d'ordre. Et très souvent, ce qui nous arrive dans ce genre de demande, c'est qu'on a besoin de réaligner les donneurs d'ordre à partir du moment où il y a des manquements, dans le fait où certaines parties qui devraient être prenantes ne sont pas présentes autour de la table, ou dans le cas où le niveau de maturité par rapport à ce genre de transformation n'est pas suffisant chez l'un des interlocuteurs avec lesquels nous avons affaire. Et donc, ça nous prend quand même pas mal de temps de réaligner le sujet, de remettre les choses en perspective, de là aussi notre intérêt de lancer ce genre de webinaire pour bien faire comprendre qu'il faut avoir atteint déjà une certaine maturité avant de pouvoir rentrer dans le dur du sujet. Et il est évidemment certain qu'on accompagne aussi les clients pour acquérir cette maturité. C'est un élément important de succès. Merci, Michael. Alors, je passe à ma seconde question. On aura certainement l'occasion de revenir sur ce qui a déjà été dit. Lorsque cette décision de transformation est prise, avec qui va-t-on la faire? L'ensemble des parties prenantes doit évidemment être emmené dans cette transformation. Comment faire pour inclure l'ensemble des collaborateurs? Comment travailler sur ce que Laurent appellera la gouvernance collaborative? Comment ça se passe, vos expériences en entreprise, Laurent? D'abord, je dirais que effectivement, si on veut mettre en place une transformation de l'entreprise qui vise effectivement une meilleure employee experience et qui passe par la satisfaction des besoins que j'ai évoqués, il faut mettre en place des processus, une culture et des structures, je dirais, qui sont fondamentalement différentes de celles habituelles. Alors, comment ça va se mettre en place? Eh bien, je dirais que d'abord, ça va se mettre en place avec le comité de direction. Parce que, selon nous, il ne peut pas y avoir de transformation profonde de cette dimension-là sans une incarnation de la part du comité de direction. Donc, il faut travailler avec eux pour être sûr que d'abord, ils sont en phase avec ce type de transformation qui va impliquer des changements nécessaires et importants dans la posture qu'ils ont eux-mêmes en tant que chefs, dans les délégations qu'ils vont accepter de faire à d'autres personnes et dans la façon dont la prise de décision va se mettre en place progressivement. Il faut d'abord travailler avec eux pour qu'eux confirment que c'est la direction dans laquelle ils veulent aller. Ensuite, et peut-être concomitamment, on va travailler également avec des pilotes dans l'organisation, c'est-à-dire des équipes qui le plus souvent se portent comme volontaires pour pouvoir effectivement expérimenter ce type de travail ensemble et confirmer que c'est là aussi la bonne façon d'approcher les choses et surtout co-définir cette façon de travailler ensemble. Parce que nous, chez Fusis, nous allons venir avec des outils, mais pas avec un dogme sur la façon dont il faut les utiliser, ni quels outils il faut utiliser. Donc, on va essayer de définir avec les équipes et avec le comité de direction jusqu'où ils veulent aller dans l'utilisation de certains outils, de certaines pratiques, et on va définir avec eux la façon dont ça va se mettre en place précisément dans l'organisation et spécifiquement à l'organisation. Et puis enfin, pour aller dans le sens de ce qu'évoquait Michael, il va falloir aussi travailler avec le département informatique qui va jouer un rôle très important parce que toute une série
d'outils informatiques vont pouvoir soutenir cette transformation. Alors, je laisserai parler Michael sur les outils informatiques qu'il met à disposition pour faciliter cette transformation. Moi, j'évoquerai entre autres un outil qui est important, qui est celui d'avoir un outil qui permet facilement de savoir qui fait quoi dans l'organisation. Et donc, il y a différents outils qui existent sur le marché de ce point de vue-là, mais qui permettent véritablement une transparence totale des rôles et des redevabilités de chacun dans l'organisation. Ça, si on veut mettre en place une gouvernance collaborative, c'est très important d'avoir ce type d'outil. Et c'est aussi très important parce que dans une gouvernance collaborative, les rôles et les redevabilités de chacun sont susceptibles d'évoluer en permanence, contrairement aux descriptions de fonctions qu'on signait au moment de l'engagement et qu'on laissait dans un tiroir pourrir tout le temps de son contrat. Ici, les choses changent en permanence, on parlait d'agilité, etc. Donc, les rôles et les redevabilités de chacun peuvent évoluer en permanence également. Or, tout cela doit être, je vais dire, enregistré et connu de tous. Donc, il faut des outils qui facilitent là, et là, la technologie le permet. Et sur ce, je laisse Michael compléter sur la façon de mettre en place ce type de transformation. Laurent, juste avant de donner la parole à Michael, une petite question sur ce que tu as dit en début. Est-ce que si le CEO ou si le general manager n'est pas convaincu, c'est voué à l'échec et on passe à autre chose? Je pense que oui. Je pense que oui, il faut le dire clairement. Parce que, si vous voulez, alors, à nouveau, tout dépend du type de transformation dont on parle. En tout cas, le type de transformation dont nous parlons chez Fusis, qui sont des transformations qu'on appelle justement authentiques, dans le sens où elles ne sont pas juste je vais dire, du employee experience washing, c'est-à-dire où on va faire semblant qu'on se préoccupe de ses employés, mais qu'on ne vise pas véritablement à augmenter la satisfaction des 3 besoins que j'évoquais avant. Si on veut sortir de cela et véritablement une transformation authentique, il faut qu'elle soit incarnée au plus haut niveau de l'organisation. Et la personne qui doit incarner cela au plus haut niveau, c'est le CEO. S'il n'y a pas chez cette personne une volonté, je dirais, tripale, c'est-à-dire pas seulement intellectuelle, mais vraiment de tout son être, qui dit effectivement, je crois en cela, je crois que le bien-être de mes collaborateurs est une condition essentielle du succès de mon entreprise et que je poursuis ce bien-être, pas seulement pour le succès de mon entreprise, mais parce que j'estime aussi que c'est un devoir que j'ai vis-à-vis d'eux. Eh bien, s'il n'y a pas cette conviction-là, tripale, je pense que ce type de transformation ne peut pas véritablement décoller et réussir. Merci. Michael, voilà, je t'accorde la parole. Merci Alain. Je vais corroborer avec ce que j'entends ici. C'est une condition de succès sine qua non que quelque part le top leadership d'une entreprise soit réellement inclus. Et j'aime bien le mot tripal parce que ça dénote bien le genre d'inclusion que l'on attend. Ce qui est intéressant dans le fait de se dire si ça n'existe pas ou si cette dimension-là n'est pas acquise, est-ce que c'est voué à l'échec? Je vais peut-être un peu nuancer le propos que j'ai entendu ici. Je pense que dans toute organisation, ça vaut la peine de faire une tentative par ce que j'appelle une coalition engagée. Il y a toujours une certaine, que je vais appeler minorité, qui va pouvoir se dégager au sein d'une entreprise, qu'elle soit représentée au niveau de la RH, qu'elle soit représentée au niveau du business ou qu'elle soit représentée au niveau de l'IT, qui quelque part veut changer la donne et apporter un esprit novateur par rapport à ce genre d'initiative. Très souvent, ces gens-là trouvent dans ce genre d'exercice une sorte de feuille de route, une sorte de moyen d'être accompagné dans des choses qui n'ont pas réussi à formaliser auparavant, mais qu'on arrive à mettre en perspective et qui demandent beaucoup de temps à percoler jusqu'au plus haut niveau. Alors, est-ce que quand ça percole au plus haut niveau, on a à ce moment-là le succès garanti? La réponse est clairement non. Mais néanmoins, je pense que tout ce chemin ne peut pas aujourd'hui être mis sur le côté de par le fait que le leadership ne remplit pas son rôle par rapport à ce genre d'exercice-là. Donc, trouver cette coalition engagée est pour moi fondamentale. Alors,
ce qui est assez intéressant, de nouveau, ça rebondit sur la première question, c'est qui est le donneur d'ordre, qui est la première partie qui contacte. Et nous avons parfois des chemins qui durent parfois avec certains de nos clients 2 à 3 années avant que le vrai projet de transformation lui démarre. Parce que très souvent aussi, il y a un changement de culture qui s'installe grâce à ce genre d'exercice, même si au départ la demande venait de l'IT tout simplement. Parce que il ne faut pas oublier ce qui est, une transformation est un exercice extrêmement compliqué. Et elle est très souvent, elle nécessite d'enlever des œillères qui sont les œillères du business day-to-day. Et donc, très souvent, on a besoin d'avoir ce stimuli d'une coalition engagée pour y arriver. Alors, quand on arrive à la dimension définition du périmètre et définition de cette coalition engagée, avec qui allons-nous travailler, ce que l'on va s'assurer en tout cas d'une manière générale, c'est que ces fameuses 3 dimensions dont j'ai déjà parlé, que sont la dimension du capital humain et organisationnel qu'on va nommer people, la dimension processus représentée par une vue externe des process, c'est-à-dire les journées aussi bien employés que les journées clients que l'on va essayer de quelque part nouer, et la dimension interne de ces processus, c'est-à-dire l'amélioration de l'excellence opérationnelle de l'entreprise, et la dimension outil dans le sens où le CIO nous autorise à remettre à plat quelque part un landscape informatique qui se doit peut-être d'être rafraîchi à ce sujet. Il faut s'assurer que ces 3 dimensions soient présentes pour démarrer l'exercice. Si l'un de ces axes n'est pas présent, alors là, je pense qu'il faut vraiment mieux, même avec la coalition engagée, passer son chemin et peut-être y revenir plus tard. Juste pour compléter ce que vient de dire Michael, je voudrais préciser ma pensée. La volonté principale du CEO n'est pas l'unique condition. Là, je rejoins totalement Michael. C'est simplement pour moi une condition nécessaire, mais évidemment pas suffisante. La coalition dont parlait Michael est évidemment essentielle également. Et pour rebondir là-dessus, Michael, effectivement, tu es un peu moins catégorique que Laurent sur le rôle du CEO, mais est-ce que tu ne crains pas que s'il n'y a pas vraiment, si le CEO n'a pas ça dans ses tripes, lorsque vous quittez l'entreprise, eh bien, tout ça est vite oublié et mis dans les tiroirs? Alors, de nouveau, le rôle du CEO est prépondérant, on l'a dit, mais le changement d'une culture d'entreprise ne se fait pas en un jour. Et très souvent, ce que l'on constate aussi, c'est que en démarrant ce genre d'exercice avec une coalition engagée, les choses changent en termes organisationnels. De nouveaux rôles sont créés, de nouvelles responsabilités sont données à des personnes qui s'inscrivent justement dans cette dynamique. Et donc, à partir du moment où on quitte l'entreprise et que l'on ne sent pas quelque part que ce minimum olympique dans cette transformation de culture a démarré, là je confirme, on a un énorme risque. Mais si on se rend compte après notre départ que quelque part les personnes, les believers comme je vais les appeler, sont voués à quelque part à des fonctions beaucoup plus managérielles dans l'entreprise et plus présentes dans l'entreprise, mais c'est un signe que quelque part cet exercice n'est pas vain. Et de nouveau, il faut donner le temps à une transformation quelle qu'elle soit, même si c'est le vœu pieux de la plupart des décisionnaires, prend toujours du temps. Donc, et la question, c'est de savoir combien de temps on se donne et si on a envie d'emprunter ce chemin. Et pour aller vraiment pour aller dans le fond des choses par rapport à tout cela, ce qui me paraît important, c'est effectivement de constater qu'on peut initier certaines transformations sans avoir nécessairement, je vais dire, le commitment du CEO. Mais ça reste alors des transformations relativement mineures. Elles peuvent effectivement, comme l'a dit Michael, progressivement induire des changements qui remonteront peut-être jusqu'à convaincre le CEO de changer et d'être prêt à changer. Mais ce que nous voyons, c'est que la plupart de ce type de transformation s'essouffle s'ils n'en sont pas relayés et soutenus par le top management.
Parce que, alors tout dépend à nouveau des transformations, mais si ces transformations induisent vraiment un changement profond dans l'organisation, s'il n'est pas soutenu par le top management, ce qui va se passer, c'est que ça va créer une forme d'injonction contradictoire dans l'organisation et que certaines personnes qui ne sont pas concernées par la transformation et qui ne veulent pas éventuellement de celle-ci vont évidemment attaquer et torpiller l'exercice de transformation plus local, se sentant légitimes de le faire vu qu'elles ne perçoivent pas le véritable engagement du top management par rapport à cette transformation. Et alors le risque, et ça on le voit dans plein d'organisations qui essayent un peu dans des business units d'innover en termes d'employee experience, c'est que ça marche 1 an, 2 ans peut-être, et au bout d'un moment, la personne ou les personnes qui se sont engagées dans cela et qui se sentent un peu contrecarrées par certaines autres entités dans l'organisation, elles s'essoufflent et au mieux, je dirais, elles partent. On peut dire qu'il faut un minimum de conviction du CEO et peut-être pour rebondir sur ce que disait Michael, s'il est relativement hésitant mais ouvert, alors là, l'effet down top va peut-être faire que finalement la transformation peut… Oui, alors par exemple, ce qui pourrait arriver, c'est que le CEO ait des doutes quant au type de transformation nécessaire, lance un pilote et attende pour s'engager de voir si ce pilote réussit. Mais là, il faut être à nouveau très prudent parce que c'est très dangereux. Il faut alors au minimum qu'il s'engage à tout faire pour donner les chances à ce pilote de réussir. Sans quoi, évidemment, des tas d'autres personnes dans l'organisation qui n'auront pas envie que cette transformation réussisse s'en donneront un corps joie pour la torpiller et pour démontrer donc au CEO que ça ne peut pas marcher. Forcément. Une réaction là-dessus, Michael? On passe à la question suivante. Tout à fait d'accord. Non, pas de commentaire. Donc là, nous sommes au stade où décision a été prise par l'entreprise. Vous arrivez dans l'entité. Toutes les parties sont convaincues, ou en tout cas font semblant d'être convaincues. Comment vous établissez la feuille de route? Comment vous déroulez le chantier qui forcément doit aboutir à cette excellence opérationnelle que l'on vise dès le départ? Là, je dirais que ça va vraiment dépendre de chaque organisation, de chaque aussi, de là où ils partent, si vous voulez, et de quels sont les problèmes principaux qu'ils essayent d'adresser au travers de cette transformation. De ce point de vue-là, nous considérons qu'on peut les voir sur 5 domaines, dans 5 domaines. Il y a tout ce qui concerne la culture elle-même, dans quel degré cette culture est-elle vraiment collaborative? Et là, on peut passer en revue les éléments de posture des collaborateurs, tout comme des managers, leur façon de communiquer entre eux, etc. 2, il y a tout ce qui touche la gouvernance en elle-même, tous les éléments de structure. Est-ce que, par exemple, les rôles et les redevabilités de chacun sont clairs ou pas? Est-ce qu'il y a des systèmes pour les modifier rapidement? Comment sont prises les décisions de façon inclusive ou pas? Est-ce que les raisons d'être des différentes entités sont claires, etc., etc. Donc là, on va aussi travailler éventuellement en priorité cela. Il y a tous les aspects d'innovation. Dans quelle mesure il y a effectivement, on donne la capacité à chacun de pouvoir innover à partir de ses rôles. Et puis enfin, il y a tout l'aspect de création de valeur. Quelles sont les créations de valeur recherchées? Comment s'expriment-elles? Comment sont-elles suivies au travers d'indicateurs, etc. Et puis pour couronner le tout, il y a le purpose, la raison d'être de tout cela, à la fois de l'organisation. Est-elle claire? Est-elle vécue dans l'organisation? Et puis enfin, je vais dire, est-ce que la transformation va pouvoir véritablement contribuer, telle qu'elle est envisagée, à renforcer la réalisation de ce purpose, de cette raison d'être? Donc, on va regarder tout cela avec le comité de direction, éventuellement un comité de direction élargi, c'est-à-dire qui va inclure des personnes qui ne sont pas dans le comité de direction et qui opèrent à différents niveaux de l'organisation, y compris des non-managers, pour qu'ils apportent leur voix à l'édifice. Et là, on va commencer à faire peut-être une série
de plan sur comment ça pourrait se dérouler. On va aussi probablement voir ou clarifier ou refaire le design organisationnel, c'est-à-dire qu'on va revoir tout l'organigramme, mais surtout dans le sens de voir si on peut faire évoluer cette hiérarchie classique vers une hiérarchie de but. Et ce que ça implique en termes organisationnels, cela, ce sera un premier draft que l'on va soumettre progressivement à l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils l'enrichissent et pour qu'on affine tout cela. Et puis, en fonction de tout cela, eh bien, on va commencer à mettre en place des workshops, des ateliers avec les équipes, à commencer évidemment par les équipes pilotes, pour d'abord leur expliquer comment le nouveau modèle pourrait fonctionner et les former à toute une série de techniques et de manières de se comporter qui vont faciliter l'adoption de cette nouvelle façon de collaborer ensemble. Merci. Michael, ton expérience? Je rejoins tout ce que Laurent dit et très souvent ce que Laurent précise est fait en amont de nos interventions, mais nous avons parfois aussi la chance de participer à cet exercice sans pour autant être légitime sur la totalité de l'exercice de transformation au sein d'une entreprise, parce que nous sommes avant tout des fournisseurs de solutions informatiques, bien que nous ayons évolué évidemment avec une compétence business beaucoup plus forte. Ce qui pour moi est important dans le démarrage de l'établissement d'une feuille de route, c'est évidemment avant tout de bien connaître l'entreprise. Nous avons des outils pour ça qui permettent de quelque part rapidement faire un scan de l'entreprise avec les éléments dont Laurent parle, qui évidemment vont renforcer, si pas devenir exactement très prépondérants dans la discussion. Mais il y a quand même pour moi un élément fondamental qui doit être peut-être précisé ici, c'est que on essaie vraiment de partir des souliers de l'employé. On doit s'assurer que ce ne soit pas uniquement une transformation qui soit dictée par le management, par le top management, ni même par le middle management, mais cette transformation doit être avant tout aussi la transformation des employés. Il faut qu'ils se sentent parfaitement responsabilisés et qu'ils arrivent à préciser une sorte de vision positive de l'entreprise, inclusive de l'entreprise, dans laquelle ils pourraient se trouver à n'importe quel moment dans lequel ils s'engagent avec l'entreprise. Et à ce titre, on utilise en fait exactement les mêmes techniques que ce que l'on fait dans le contexte d'une transformation autour du client. C'est qu'on utilise le concept de persona, on utilise le concept de journey, donc qui va nous permettre non seulement de pouvoir, on va dire, segmenter les employés, non pas par rapport à des rôles ou à des niveaux ou des responsabilités, mais plus par rapport à leurs attentes. Et donc, cette dimension d'attente va permettre de donner déjà une certaine coloration à certains types de comportements et de moments attendus avec l'entreprise. La deuxième étape, pour moi, elle est aussi dans l'utilisation des journeys, donc des parcours employés, parce que l'entreprise se doit aujourd'hui d'être performante à n'importe quel moment de ce parcours, que ce soit dans l'attrition de nouveaux talents, que ce soit dans sa capacité d'en faire un onboarding qui soit aussi un moment dont on se souvient, que ce soit dans sa capacité à le former, à le faire évoluer, que ce soit dans sa capacité à le faire quelque part, à gérer sa connaissance. Toutes ces dimensions-là sont tenues en compte, y compris évidemment sa capacité à pouvoir soutenir le business. Et donc, tous ces moments-là, on va aller les découper par persona, et on va essayer d'identifier justement quels sont les chantiers, quels sont les éléments sur lesquels on va devoir agir de telle manière à pouvoir renforcer ce moment. Alors, vous vous rendez bien compte qu'en faisant ce découpage sur le cycle de vie de l'employé et quelque part sur toutes les dimensions des personas, ça nous donne évidemment énormément de vues sur le cycle et ça nécessite à un certain moment de synthétiser tout cela et aussi de prioriser les chantiers.
ce qui est en général l'exercice le plus compliqué. Parce que est-ce qu'on va prioriser du point de vue de la capacité informatique de l'entreprise? Est-ce qu'on va prioriser du point de vue de la gestion du capital humain, donc plutôt avec une dimension HR? Est-ce qu'on va prioriser de plus par rapport à la dimension opérationnelle, c'est-à-dire à la capacité à soutenir un engagement client fort? Il y a énormément de forces qui vont amener à un certain moment devoir aboutir sur un plan de transformation réaliste. Réaliste pas uniquement en termes de budget, mais aussi en termes de capacité à l'organisation d'adopter cette nouvelle culture et de pouvoir leur donner le temps de s'y inscrire. Donc de nouveau, ce qui est assez perturbant dans ce genre d'exercice-là, c'est qu'une fois qu'on démarre ce genre de feuille de route, l'attente est très forte de se dire, OK, dites-nous ce que l'on va faire, quand est-ce qu'on va le faire et combien ça va nous coûter. C'est malheureusement pas la réponse standard avec laquelle, enfin, une réponse standard avec laquelle on peut venir, étant donné justement ce besoin à un certain moment d'aller à l'essentiel et d'avoir justement une ligne de conduite. Donc en général, la feuille de route va très souvent perdurer suite à nos interactions avec nos clients et on espère que quelque part, elles deviennent un élément de guidance fort, aussi bien pour le business que pour la HR, que pour l'IT, et surtout un élément de dialogue constant entre la tripartite, et dans lequel le top management doit être l'orchestrateur de ce dialogue. Donc ça, c'est pour moi aussi un élément fondamental. Si je peux me permettre, ce que dit Michael me fait penser à la complémentarité de nos interventions dans le sens suivant, c'est-à-dire que je pense que ce que Michael vient d'expliquer à travers les personals et les journeys, etc., c'est si je prends l'analogie du corps humain, Michael travaille sur les muscles de l'organisation, hein, qui sont des processus qui vont être mieux soutenus par d'éventuelles applications informatiques, technologiques, etc. Nous travaillons beaucoup plus sur, je dirais presque, la moelle épinière et le système nerveux, qui est beaucoup plus diffus, mais qui va permettre de donner à toute l'organisation son tonus, sa dynamique, sa volonté de vivre, de s'adapter, etc. Mais les deux sont nécessaires. Il faut à la fois travailler sur le système nerveux et la colonne vertébrale et sur les muscles. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Ils sont tout à fait complémentaires, effectivement. Merci Laurent pour cette comparaison. Juste avant de continuer, je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent qu'ils ont la possibilité dans le bas de leur écran, il y a un petit onglet Q&A. N'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra bien volontiers à la fin de cet exposé. Pour compléter ce que vous venez de dire, et je m'adresse d'abord à Michael, je sais qu'il n'y a pas de réponse standard, tu l'as dit, mais une idée de l'échelle du temps, de la timeline, à partir du moment où vous arrivez le premier jour, au premier rendez-vous, vous rencontrez ou le CIO, l'ICT, etc. Voilà, une idée un peu, roughly speaking, de la ligne du temps. Je dirais que la ligne du temps va vraiment dépendre de la maturité. J'imagine. La maturité de l'entreprise d'une manière générale par rapport à ce genre de sujet. On va dire que si on a eu la chance d'avoir des acteurs comme Fusis qui, quelque part, ont préparé le terrain pour déjà induire ce changement de culture dans l'entreprise, la ligne du temps va se compter en quelques mois. Je parle par rapport à l'émission d'une feuille de route. Hein. Je ne parle pas encore dans le sens d'avoir démarré la transformation ou même de la finir, ce qui pour moi n'a pas de sens. Cette transformation ne s'arrête jamais. À partir du moment où on s'inscrit dans cet élément de transformation, les autres dimensions sociétales qui vont nous venir d'ici 2 à 3 ans, allez, on l'a bien vécu avec le Covid, que l'on n'a pas vu arriver. L'expérience employée a été le Covid a été un excellent booster pour donner à l'expérience employée son juste titre au sein des entreprises. Parce qu'on doit continuer à créer un lien social avec les différents employés et parce qu'aussi, on se retrouve dans une situation où le DNA même de l'entreprise a été détruit partiellement par ces nouveaux modes de travail.
Et donc, pour moi, de nouveau, c'est vraiment en fonction de la maturité, en fonction de la pression qui est donnée par les facteurs externes que cette ligne du temps va fondamentalement évoluer. Mais de nouveau, on compte en moi. Par rapport au programme de transformation, je pense que ce qui est plus important, c'est qu'une fois que la feuille de route est établie, il faut absolument s'assurer de travailler en mode agile. Il faut que ce genre d'exercice montre ses fruits tout autant en quelques mois et pas plus. On ne peut pas se permettre à ce moment-là de rentrer en mode sous-marin et d'attendre qu'une année après, on ait un effet Big Bang sur l'expérience de l'employé. C'est quelque chose pour moi qui se construit vraiment au fil de l'eau. Et donc, dans l'exercice de priorisation dont j'ai parlé précédemment, un des éléments majeurs de cet exercice, ça va être aussi d'identifier ce que l'on va pouvoir réaliser rapidement pour prouver la valeur même de tout l'exercice. Et à ce moment-là, d'avoir encore beaucoup plus d'adoption dans la suite des événements. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, Alain, en termes de timing. De nouveau, on est sur des périodes qui sont pour moi relativement gérables par rapport à l'exercice de transformation en tant que tel. Si on n'a pas admis que ça ne s'arrête jamais, avec une intensité qui évolue, hein, à ce moment-là, évidemment, on peut avoir quelques problèmes avec certains interlocuteurs. Oui. D'accord. J'ai vu que Laurent acquiesçait souvent. Donc, Laurent, je te renvoie Oui, la question. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Michael sur le fait que c'est un processus, malheureusement, qu'on peut considérer comme sans fin, même si, évidemment, il faut s'organiser pour avoir des résultats tangibles le long du chemin, mais qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut croire qu'on va un jour avoir totalement réussi et c'est fini, on passe à autre chose. Donc ça, c'est un premier point. Je dirais même que vouloir aller trop vite peut être un problème et peut induire d'autres effets pervers, entre autres qu'alors on passe à côté des véritables enjeux. Mais donc, pour répondre de manière encore plus précise à la question, je dirais que en fonction de la maturité évidemment de l'organisation, en fonction de son degré d'agilité déjà mis en place, on peut espérer pouvoir commencer à avoir les effets de la mise en place d'une gouvernance collaborative au bout de 6 mois, je dirais. Mais bon, ça va être peut-être pour les premières équipes qui sont vraiment rentrées dedans. On l'a vu, par exemple, chez un client avec lequel on travaille, que le NPS, donc le score de satisfaction client, avait augmenté très fort au bout de 6 mois. C'était le cas aussi du NPS interne des employés. Mais bon, ça concernait seulement les équipes avec lesquelles nous avions déjà travaillé. Il fallait encore le faire dans tout le reste de l'organisation. Et ça peut prendre parfois, en fonction de la taille de l'organisation, plusieurs années. Mais c'est très important à nouveau de cette complémentarité que j'évoquais entre le travail que fait Delaware et celui que nous faisons, c'est que si vous voulez, entre guillemets, gonfler vos muscles sans vous assouplir, sans assouplir votre colonne vertébrale, bon, vous allez peut-être voir des résultats, mais vous n'en serez pas beaucoup plus agile. Vous serez peut-être un peu plus imposant en termes de musculature, mais vous aurez toujours l'air d'un gros balourd. Si par contre vous travaillez à la fois votre souplesse et vos muscles, alors vous allez développer un corps harmonieux, et ce, pour une plus longue longévité, pour une plus grande longévité. Merci. Alors, avant de passer un peu aux questions, nos auditeurs sont essentiellement issus du monde RH. Quels conseils donnez-vous aux gens qui nous écoutent, Laurent? Je dirais que le premier conseil, c'est de bien réfléchir au pourquoi d'une telle transformation, au pourquoi une plus grande employee experience, et de vraiment être au clair par rapport à cela. Le risque, évidemment, soit que ce soit, entre guillemets, une nouvelle mode, un nouveau terme que l'on met en avant, mais que ça n'amène pas véritablement le management à penser la façon dont les relations humaines se mettent en place au sein de leur organisation. Est-ce qu'elles sont basées sur la confiance? Est-ce qu'elles sont réellement basées sur le soin qu'on apporte aux autres pour eux-mêmes et pas seulement
tant que facteur de production? Est-ce qu'on vise autant que possible l'inclusion des personnes et non pas juste leur exploitation? Vous voyez, c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut d'abord avoir une réflexion profonde avec un comité de direction pour qu'il s'assure de la direction qu'il veut prendre et de je vais dire, de l'importance qu'il veut donner à cette employee experience. Et puis, bon, je pense que c'est alors trouver les partenaires externes qui peuvent y aider, que ce soit Delaware pour tout cet aspect que Michael vient d'évoquer ou nous pour l'autre, pour challenger tout cela. Et ça, c'est très important. Si vous voulez, je pense qu'une partie de ces transformations peuvent évidemment être faites par des internes. Et d'ailleurs, nous travaillons avec des équipes internes et j'imagine que c'est tout à fait le cas, évidemment, de Delaware. Mais avoir des gens externes qui challengent un peu la façon de faire dans l'organisation est, à mon avis, souvent nécessaire. Merci Laurent. Michael, même question? Oui, spécifiquement par rapport à la RH, je pense que le plus gros challenge, c'est qu'en général, lorsque le donneur d'ordre ou quand la RH est aux manettes de la demande initiale, le périmètre même enfin, le scope même de l'exercice est trop souvent relié au processus RH en tant que tel. Et pour moi, c'est peut-être la première erreur à ne pas commettre, c'est à réduire l'exercice quelque part à une augmentation de l'expérience employée dans le contexte des processus RH. Comme je l'ai déjà expliqué, la dimension business et l'apport business de chacun des employés, quel que soit son rôle au sein de l'entreprise, et comment peut-il contribuer à une expérience business positive, de par le fait qu'il se retrouve lui-même dans une expérience positive sur ces sujets-là, est pour moi un élément fondamental. Donc le conseil que je voudrais donner, c'est que cette dimension business soit assez rapidement ajoutée au périmètre même de l'exercice. Et alors, après ça, évidemment, le tout, c'est de trouver la juste balance. Je peux m'imaginer que la RH, à ce moment-là, aura l'impression de quelque part perdre la main sur l'exercice parce qu'on pourrait transformer un exercice orienté RH vers un exercice orienté entreprise, ce qui rend évidemment, je dirais, l'exercice peut-être un peu plus lourd et plus large. Mais c'est un risque qu'il faut prendre parce que on n'a pas beaucoup de chance pour lancer ce genre de transformation dans l'entreprise. Et le fait de le faire d'une manière incomplète déjà en termes d'audience est un vrai challenge. Mais si en plus de ça, on réduit le périmètre, on va se retrouver dans une situation où, comme je l'ai déjà dit, on pourrait parler aussi d'une situation sans fin par rapport au processus RH, parce qu'eux-mêmes évoluent dans le temps, mais aller y inclure par la suite en sorte de pièce rapprochée la dimension business est beaucoup plus compliqué. D'accord, merci. Alors, il nous reste une dizaine de minutes et les questions commencent à arriver. Donc, une première question, certaines entreprises pensent qu'acheter un outil RH peut résoudre tous leurs soucis. Vos commentaires par rapport à ça? Je vais laisser Michael commencer. Oui, je pense que malheureusement, c'est une faute que commettent pas mal d'entreprises. Mais à la limite, ce problème ne se pose pas uniquement dans le contexte de ce genre de transformation-ci. C'est par rapport à toute transformation d'entreprise. L'outil n'est qu'un moyen, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, le moyen doit supporter une ambition, le moyen doit supporter un besoin business fort. Et donc, l'outil, pour moi, arrive vraiment en bout de course dans l'exercice. Il faut s'assurer que l'outil, tout simplement, et à ce titre, ce qui est peut-être intéressant comme remarque que je pourrais donner, c'est qu'on est trop souvent confronté à ce genre de situation où le premier donneur d'ordre est l'IT, et l'IT nous dit, ben voilà, on doit faire une roadmap sur l'expérience employée. En général, ils n'utilisent pas ce terme-là, mais ils veulent remettre l'employé au centre du débat. Qu'est-ce qu'on achète comme système pour ça?
et en espérant évidemment qu'en ayant démarré cet exercice système, le reste de l'organisation va se caler dessus. Ça ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne jamais. Je n'ai pas une seule expérience dans ma vie professionnelle dans lequel l'outil a pu donner quelque part, a pu inculquer une nouvelle culture dans une entreprise. Ça ne fonctionne pas. Et donc, pour moi, la seule dimension sur laquelle l'outil pourrait jouer un rôle préliminaire, si je peux le dire comme ça, c'est dans sa capacité d'inspirer. Mais ça doit s'arrêter là. Je suis tout à fait d'accord avec Michael, et je voudrais donner un exemple d'une organisation qui nous a sollicité, qui avait effectivement un problème d'un manque d'intégration de leurs équipes en Flandre et en Wallonie. Et ils avaient déjà sollicité différentes sociétés plutôt spécialisées, je vais dire, outils informatiques, de les aider à mettre en place un système qui favoriserait l'intégration des équipes, mais à travers d'un outil informatique. Bon, on leur a dit qu'ils pouvaient essayer, mais qu'on pensait que ça avait peu de chances d'aboutir. Et donc, on a beaucoup plus travaillé sur la mise en place d'une gouvernance collaborative entre ces différentes équipes, ce qui a marché et qui a alors permis véritablement de déployer un outil informatique qui, lui, a soutenu cette transformation qui se mettait en place. Mais comme l'a dit très bien Michael, c'est d'abord, je vais dire, les objectifs business et la compréhension de ceux-ci et la mise en place d'une gouvernance qui peut faciliter cela, qui va alors après entraîner la bonne acceptation et la bonne utilisation d'un outil informatique. L'outil peut aider, hein, il peut y avoir un feedback loop positif, mais malgré tout, s'il n'y a pas d'abord une volonté claire business de travailler ensemble, les outils ne vont pas résoudre le problème comme partagé. Tout à fait. Alors, je te garde la parole, Laurent. Une question qui vient de nous venir. Les enquêtes de satisfaction RH sont souvent la première étape en matière d'employee experience. Or, peu de ces enquêtes ont un plan d'action ou un plan de suivi, ce qui rend parfois l'enquête ou souvent contre-productive. Quelle est votre expérience par rapport à ce genre de choses? Oui, je pense que c'est vrai. C'est un problème parce que, en fait, à nouveau, ce type d'enquête RH correspond à ce qu'évoquait tout à l'heure Michael, c'est-à-dire qu'elle voit les problématiques sous l'angle strictement RH et pas assez RH dans le business. Il faut sortir de cela. D'ailleurs, au passage, je voudrais dire que, moi, il me semble, ça fera probablement plaisir aux DRH qui nous écoutent, mais je le crois vraiment, qu'une entreprise dans laquelle le DRH ou la DRH n'est pas au comité de direction a un problème fondamental. Hein, parce que ça empêche justement les RH de jouer leur rôle dans la discussion au niveau business à proprement parler. Mais bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, il faut vraiment que l'étude ou l'assessment qui est fait de l'organisation soit faite sur des bases qui facilitent après l'adoption d'un plan d'action et de suivi. C'est ce que nous avons développé chez Fusis. C'est effectivement un assessment de la maturité de l'expérience collaborateur basée sur les besoins que j'évoquais tout à l'heure et qui sont basés sur des études universitaires et qui nous permettent à partir de là de dériver toute une série d'actions prioritaires pour pouvoir remédier ou pour pouvoir plutôt augmenter la satisfaction de ces trois besoins parmi les collaborateurs. Nous venons de le faire d'ailleurs pour une autre entreprise tout récemment, une très grosse de plus de 50 000 personnes. On a pu dérouler rapidement une enquête auprès de ces 50 000 personnes, d'en retirer les fruits, d'en faire un rapport au comité de direction qui, nous l'espérons, et ça semble être le cas, a compris que, à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, ils vont devoir bouger en premier, c'est-à-dire être cohérents entre leurs discours et leurs actes pour permettre à une véritable transformation de se mettre en place progressivement. Merci Laurent. Michael, une réaction? Moi, je tendrais à dire que ces enquêtes ont le mérite d'exister pour quelque part conscientiser l'entreprise qu'il y a un problème. Mais je vais vraiment m'arrêter là parce que, comme je vous l'ai expliqué, arriver à quelque part identifier les vrais challenges auxquels sont confrontées l'entreprise nécessite d'avoir une vue, cette fameuse vue holistique. Et donc, avoir une vue holistique
complexifie énormément la chose, puisque, comme je l'ai déjà expliqué, le sujet est très large. Ce qu'on essaye de mettre dans le parcours, c'est quelque part la largeur du sujet. Et la vue holistique impose aussi la différence de point de vue. Une réponse donnée par un persona et une réponse donnée par un autre persona qui peut être contradictoire peut être tout à fait vu comme étant normal, parce que le persona va, quelque part, nourrir ce point de vue de par le fait que ce comportement attendu dans l'entreprise est typé de cette manière-là. Donc, moi, ce que je voudrais surtout dire aux entreprises qui essaieraient peut-être de démarrer l'exercice en lançant une enquête, c'est de peut-être calibrer l'enquête avec notre aide ou pas au bon niveau, de telle manière à justement aller plus loin que l'identification du problème, mais aller déjà dans des dimensions de résolution possibles. Et de nouveau, malheureusement, quand l'enquête a déjà eu lieu, c'est pas si grave en soi, mais si elle a déjà eu lieu, très souvent, la RH ne comprend pas pourquoi on doit relancer une enquête dans un cadre holistique. Et donc, il se pose la question, mais on ne va pas reposer des questions aux employés alors qu'on vient de les poser. Merci. Et Michael, je m'adresse encore à toi. Une autre question qui est plus sur le wording utilisé en entreprise. On confond souvent employee experience et user interface. Comment faire la différence profonde entre ces deux, je lis, buzzwords? Oui. Donc employee experience, c'est pour moi le terme le plus large dans lequel est repris, mais d'une manière, on va dire, réduite, la dimension user interface experience. Ce qui est important dans la dimension de l'outil, c'est justement d'avoir ce sentiment que l'environnement de l'utilisateur soit un environnement qui favorise tout ce que l'on vient de décrire précédemment. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans un exercice que nous avons fait en interne, suite au Covid, nous avons mis en place toute une série de solutions pour répondre à des problématiques très typées Covid, du genre réserver sa place au bureau et s'assurer qu'on ait un contingent légal, on va dire ça comme ça, dans les bureaux et pas plus. On a mis tout notre cœur dans une application qui est la plus conviviale possible. Et puis, en ayant interviewé un panel de jeunes consultants, on s'est rendu compte qu'on avait complètement loupé une dimension qui était la dimension sociale de cette réservation. Donc, on serait parfois surpris qu'en mettant même beaucoup d'efforts dans la user experience, en se disant on va prendre les outils les plus simples et les applications les plus sympas, on manque encore à beaucoup d'autres dimensions, ce qui permet évidemment d'encore maximaliser cette expérience. Mais donc, c'est un sous-ensemble. Oui. Merci Laurent, une réflexion. Je suis tout à fait d'accord avec Michael. C'est un sous-ensemble et donc tout dépend en fait, du niveau d'expérience des collaborateurs que nous cherchons d'atteindre et de toucher par ces transformations. Effectivement, ça peut se limiter à des petites choses qui améliorent le quotidien, mais sans changer fondamentalement, je vais dire, les éléments qui contribuent au plaisir et au sens de travailler ensemble. Ou alors, on engage une transformation soutenue éventuellement par des améliorations en termes de user interface, mais qui touche, je vais dire, les gens à un niveau beaucoup plus profond, qui est celui de est-ce que je me sens réellement inclus dans l'organisation comme personne respectée, comme intrinsèquement égale? Est-ce que je sens qu'on me donne les moyens de prendre et la liberté de prendre des initiatives pour contribuer aux résultats? Est-ce que je peux contribuer à définir les règles du jeu au sein de l'organisation? Est-ce que je peux sentir que j'ai les moyens de me développer en tant que personne? C'est tout cela, et tout cela peut être effectivement soutenu par des outils technologiques, mais l'employee experience au sens large demande plus que cela. Merci. Alors, il nous reste 2 minutes, peut-être la toute dernière question. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez lors de vos missions en entreprise? Très brièvement, Laurent, et puis Michael. Ça doit être très bref, je ne ferai que me répéter très rapidement en disant que le principal, c'est peut-être le manque
de détermination du top, du comité de direction et à commencer par le CEO, de vouloir vraiment, authentiquement poursuivre cette amélioration de l'employee experience. Une fois que cet obstacle-là est passé ou clarifié, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Merci. Et Michael, le mot de la fin? Oui, je rajouterais simplement 2 dimensions, d'être incomplet dans les dimensions de la transformation que l'on veut faire et de ne pas prendre le temps. Ce genre d'exercice demande énormément de temps et très souvent, on se rend compte que c'est un projet à l'agenda ou un programme à l'agenda au sein d'un budget annuel et ça déjà, c'est incompatible. Merci. Alors, il est déjà 14 heures. Nous aimons respecter le timing. Grand merci à vous deux, Michael et Laurent, pour votre input. Les commentaires que j'ai reçus sont extrêmement élogieux et je vous en remercie. Merci à tous ceux et celles qui ont consacré leur heure de table à nous écouter. Je vous rappelle, il y aura un petit suivi, hein, on vous enverra un petit takeaway et puis si vous lisez HR Magazine, auquel je vous invite à vous abonner, vous y trouverez aussi l'un ou l'autre résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui. Je conclurai peut-être en essayant de résumer en quelques mots que j'ai glanés pendant ces exposés. L'authenticité de la démarche, extrêmement important. Également l'implication de toutes les parties prenantes, mais bien entendu, tout doit démarrer du top, même si on peut à un moment faire en sorte que le top soit acquis à la cause a posteriori. Éviter un certain nombre d'obstacles en effectivement prenant le temps de la préparation, le temps de l'information aussi, du feedback, voilà, tout ce genre de choses. J'ai cru comprendre qu'une fusion dans le futur entre Delaware et Fusis pourrait tout à fait faire sens, mais bon, ça n'engage que moi. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous, en espérant vous entendre ou vous revoir peut-être physiquement cette fois-là pour d'autres séminaires organisés par HR Magazine. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.